C'est parfait. Eh bien, on va pouvoir faire rentrer petit à petit les spectateurs qui nous rejoignent. Bonjour à tout le monde, je vois qu'il y a une ponctualité terrible. On attend pas moins de 300 personnes sur ce webinaire. Ils ont tous confirmé, ils m'ont tous envoyé un email hier en me disant « Oui, je serai bien là ». Donc, on va faire exploser notre serveur aujourd'hui. On a une très, très belle table ronde aujourd'hui, c'est assez exceptionnel. On est nombreux, comme vous pouvez le voir à cet écran. Puisque c'est la première fois qu'on fait un webinaire avec autant d'intervenants. Donc, l'enjeu d'aujourd'hui, ça va être de pouvoir donner la parole à chacun. Et clairement, l'objectif concret de ce webinaire, c'est d'apporter des réponses à vos questions. On veut, comme dans la philosophie du label, être très proche du terrain. Et bien, c'est ce qu'on va essayer de faire lors de ce webinaire aujourd'hui. Je vois que les gens arrivent petit à petit. Comme je vous disais, on attend pas loin de 300 personnes aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Donc, vous avez un système très simple de discussion, de chat. On a volontairement enlevé les questions-réponses parce qu'on pensait que l'objet de discussion est suffisant pour pouvoir poser vos questions et les poser à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil-là. On profite aussi de ce moment pour faire un petit bonjour, soyez un peu en interaction avec nous, ça nous ferait plaisir aussi de savoir votre humeur du moment, qu'est-ce que vous avez prévu pour peut-être ce long week-end, quelle est la tendance, on va peut-être retrouver un peu de liberté dans quelques jours, donc c'est chouette, c'est toujours un moment unique après une telle période difficile. Donc, ce que je vous propose, histoire de lancer le webinaire, c'est de commencer avec un petit sondage qui va en dire long. Vous avez tous la possibilité, même vous, panélistes, de répondre. La première question, c'est, à votre avis, combien d'entreprises à ce jour, donc au 11 mai, sont entreprises à mission, ont opté pour ce statut-là? Je vois qu'il y a pas mal de réponses aujourd'hui sur 166, 52, 545, effectivement. Et la deuxième question, c'est, à votre avis, quelles sont les principales typologies d'entreprises à mission à ce jour? Donc, n'hésitez pas à utiliser l'outil à votre disposition pour répondre. Et je suis désolé, je vois qu'il y a des gens qui me contactent, qui cherchent le lien. Je ne vais pas pouvoir y répondre en temps direct. Mais ce n'est pas grave, le webinaire est enregistré, donc vous aurez tous accès si vous le souhaitez après. Je profite aussi de ce temps-là pour vous prévenir qu'on aura probablement un petit 10 minutes de délai, enfin on va dire de temps supplémentaire au vu du sujet. Donc on a beaucoup de sujets abordés ensemble aujourd'hui et l'idée c'est comme on a une table ronde assez exceptionnelle, on souhaitait aussi privilégier la qualité. Et donc, si vous avez des questions et que vous voulez qu'on approfondisse certains sujets, n'hésitez pas. Et il se peut donc qu'on dépasse de quelques minutes ce webinaire. Donc, il devrait finir vers midi 10 maximum. Voilà, vous pouvez donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions et pour dire bonjour. Ce que je vous propose, c'est déjà de commencer par répondre au sondage qui est en cours. Effectivement, je vois qu'on a 39 réponses sur le chiffre 166, c'est le chiffre exact. C'est effectivement à ce jour 166 entreprises qui ont opté pour le statut à mission. Anne, peut-être en un mot, tu peux peut-être nous dire la dynamique peut-être sur les 6 derniers mois, quelle est la croissance en termes de chiffres sur ces... Alors, une croissance fabuleuse, on va dire, parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous en sommes à 166 sociétés à mission. Même, je crois que depuis qu'on s'en est parlé, il y en a un peu plus. Et pour rappel, le nombre de sociétés à mission à fin 2020 était de 88. Donc, on a fait quasiment x2 en 4 mois et ce n'est qu'un début. Voilà, parce qu'en fait, on estime globalement que d'ici 5 ans, on devrait atteindre les 10 000 sociétés à mission en France. Tout à fait. Donc, ce n'est pas un épiphénomène. Non, c'est vraiment une lame de fond. Exactement, et c'est aussi ce qui explique peut-être aussi la popularité de ce webinaire. On sent que ça intéresse beaucoup de monde, en tout cas beaucoup d'entreprises dans notre communauté. Sur le deuxième point, c'est quelles sont les principales typologies d'entreprises à mission à ce jour. Eh bien, effectivement, vous avez raison, on a fait exprès de les mettre par ordre. Les premières, ce sont les entreprises de services, peut-être par la facilité du process.
et le deuxième, ce sont des entreprises de commerce et de l'industrie. L'industrie est encore plutôt anecdotique, on va dire, dans cette démarche-là. Les entreprises de services, au dernier chiffre que j'avais pu obtenir, c'était quasiment 79% des entreprises. Hein. Donc, on est sur un volume assez important d'entreprises de services. Et globalement, je ne dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, les trois quarts sont des TPE, PME, donc des entreprises de moins de 50 personnes. Peut-être que les chiffres ont évolué aussi, Anne, depuis. Est-ce que tu as les chiffres un peu plus à jour? Alors, pour les secteurs d'activité, on est à peu près dans les mêmes tendances. Pourquoi aussi l'industrie met plus de temps? C'est parce qu'en fait, transformer un process industriel, c'est quand même plus long que transformer une entreprise de service. Mais pour autant, en début d'année 2021, on a vu quelques belles entreprises industrielles se transformer, notamment, je pense, dans l'industrie textile à Aigle, et qui est devenue société à mission. Et on a aussi le groupe Cheval dans les travaux publics, et on a aussi quelques entreprises d'artisanat qui sont en train de se transformer. Donc joaillerie, aussi parfumerie, et sellerie. Donc ça aussi, c'est assez intéressant de voir que ça touche vraiment tout secteur d'activité confondu. Et dans les verticales métiers, on est en train de se constituer vraiment un beau panel d'entreprises qui est vraiment assez représentatif de la dynamique économique française. Et pour ce qui est de la taille des entreprises, effectivement, on est toujours sur 2/3 des sociétés à mission qui sont composées de moins de 50 salariés. Donc, c'est une dynamique qui est portée par les TPE-PME. Et là encore, ça prouve que c'est un modèle d'entreprise qui convient à toute taille d'entreprise, donc de la TPE à un grand groupe coté international. Et c'est ce qui fait aussi la force de ce modèle. Super. Alors, je vais partager mon écran et on est parti pour lancer ce webinaire. Donc, eh bien, merci à tous et à toutes à toutes et à tous plutôt pour votre participation à ce webinaire. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est de la raison d'être à l'entreprise à mission. En quelques mots, on va rapidement vous présenter Positive Workplace pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une initiative française, un label RSE Made in France qui s'est lancé depuis 1 an maintenant, qui regroupe un certain nombre d'entreprises labellisées ou en cours. Et notre méthodologie est particulière et unique au monde puisque la notation d'entreprise est faite sur 2 aspects. La première, c'est finalement sa structuration RSE sur les 5 piliers, l'activité, la gouvernance, le social, l'environnement et l'impact local. Et puis, derrière, ce qui va faire vraiment notre différence, c'est l'interrogation des parties prenantes. Donc, à ce jour, on a plus de 20 534 parties prenantes qui ont été interrogées, ce qui permet notamment d'avoir un feedback à 360 sur l'entreprise, une analyse à 360 sur l'entreprise et de permettre d'aligner à la fois la stratégie RSE de l'entreprise avec la stratégie de l'entreprise. On est dans une très forte dynamique aujourd'hui. Peut-être la raison qui explique cette dynamique, c'est aussi le côté très opérationnel du référentiel qui s'adapte à la taille de l'entreprise. On a 4 référentiels qui vont de la TPE jusqu'à la grande entreprise et aussi la rapidité d'exécution puisque le process prend entre 1 et 4 mois pour une grande entreprise. Avec plus de 150 demandes de renseignements sur le mois d'avril, 12 lancements le mois dernier, 300 notamment inscrits sur ce webinaire. On sent qu'on est aujourd'hui au cœur des sujets RSE. L'objectif, clairement, pour Positive Workplace, c'est pour ça qu'on s'appelle Positive Workplace, c'est de capitaliser sur le savoir-faire RSE français. Il ne faut pas oublier qu'on sort de 150 ans de combat social derrière nous, de 80 ans de combat environnemental. Les accords de Paris sur le climat, évidemment, c'est nous qui les avons initiés à l'échelle mondiale. Et donc, on est, je dirais, assez confiant de notre maturité RSE en France et en Europe. Et notre objectif à nous, notre mission, c'est de faire rayonner cette RSE à l'échelle mondiale. Et on a notamment rendez-vous avec l'OCDE la semaine prochaine. On a des tests qui sont en train d'être faits au Maghreb, en Suisse, au Luxembourg. Donc, le label et le référentiel s'adaptent très bien aussi à d'autres environnements que ceux de nos frontières. Et au-delà on va dire, du label qui a un intérêt, mais l'objectif au-delà de ça, c'est surtout de regrouper une communauté qui progresse ensemble, et c'est notamment l'objectif de ce webinaire, c'est de partager finalement le savoir-faire et de se retrouver régulièrement lors d'ateliers mensuels pour progresser. Voilà, sur les sujets RSE, dans les mois derniers, on a pu travailler le bien-être au travail à l'heure du télétravail, comment réduire l'empreinte carbone de nos déplacements, le numérique responsable, tout ça, ce sont des sujets qui nous sont chers et qui sont travaillés avec l'ensemble de la communauté. Pourquoi on a choisi ce thème ?
Déjà, en tant que label RSE, on a trouvé évidemment fondamental d'être aligné avec ce qu'on va proposer à nos entreprises et d'être exemplaire. Donc, Positive Workplace est entreprise à mission, le sera exactement à la fin du mois. À ce jour, parce qu'il est encore possible que ça évolue d'ici à l'inscription dans les statuts, mais notre propre raison d'être, c'est évaluer et accompagner toutes les organisations avec leurs parties prenantes, comme vous avez bien compris, c'était notre différence, vers la transition sociale et environnementale. Pourquoi on a choisi ce thème aussi, c'est que chez Positive Workplace, vous avez 3 niveaux, ce qui permet aux entreprises qui sont dans une démarche de progrès de pouvoir progresser à leur niveau. Et pour atteindre le Graal chez nous, qui est 3 étoiles, et jusqu'à ce jour, aucune entreprise dans le monde n'a atteint ces 3 étoiles, d'où la difficulté quand même du process. Hein. Pour atteindre ce niveau-là, il faut avoir à minima inscrit sa raison d'être dans ses statuts, au-delà évidemment d'avoir rempli les conditions précédentes, qui est d'avoir structuré sa démarche RSE et d'avoir engagé son entreprise vers la neutralité carbone. Donc voilà. Sur la partie pourquoi aujourd'hui Anne Mollet, et je te remercie d'être présent avec nous et présent à ce webinaire, c'est qu'il y a clairement une complémentarité très forte entre la communauté des entreprises à mission et Positive Workplace. Aujourd'hui, nous, on embarque, mais ce n'est pas obligatoire, hein, mais on embarque un maximum d'entreprises vers la protection de leur mission dans les statuts et donc participer à cette communauté qui est d'intérêt public. Hein, la communauté des entreprises à mission fait absolument sens dans notre démarche. Et on est ravis de faire partie de cette communauté et d'être actifs, notamment par le biais des statistiques qu'on va pouvoir sortir, parce que comme vous l'avez bien compris, on a interrogé énormément de parties prenantes, donc on a une sorte d'observatoire de ce qui se passe sur le terrain. À ce jour, on a plus de 10 entreprises qui sont labellisées et qui sont en chemin vers cette entreprise à mission. Et puis, c'est une expertise qu'on a décidé de développer chez Positive Workplace. On ne fait quasiment aucun conseil, si ce n'est celui-là, puisque pour nous, il est fondamental d'orienter les entreprises vers un avenir plus responsable et durable. Et donc, ça passe notamment par ce côté très stratégique. Et c'est là où on a décidé de se positionner vraiment sur ce savoir-faire. Pour rappel, pour être le plus opérationnel finalement dans ce webinaire, hein, pour rappel, les 3 principales étapes sur le chemin de l'entreprise à mission se retrouvent présentées ici et ça a été validé encore plus ce matin par Anne, donc je suis assez confiant sur ce slide-là. La première étape, c'est évidemment de définir sa mission qui se retrouve sous forme de raison d'être et d'objectifs et ce qui est conseillé, évidemment, dans ce contexte-là, c'est de vérifier, évidemment, l'alignement entre l'identité, les valeurs et la vision de l'entreprise. Et ce travail doit être fait en relation en collaboration avec la direction, avec le management, avec les collaborateurs et les collaboratrices, évidemment. Donc, il y a une sorte de sentiment d'introspection et d'inspiration. L'étape suivante, c'est inscrire cette mission dans ses statuts. Donc, ça veut dire la rédaction de cette mission-là, ça veut dire la formalisation de tout ça, l'explication. Souvent, nous, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de la mission et de la rédaction de celle-ci, il y a toute une explication qui explique la démarche derrière, etc., la philosophie qui est derrière tout ça. Et donc, l'inscription dans les statuts permet notamment aux entreprises de graver dans le marbre ce sujet-là, leur objectif sur le moyen terme et long terme, et puis le dépôt au greffe et l'obtention d'un cabis qui est dédié, un cabis un peu particulier aussi, et qui permet de faire ressortir ce statut-là. Et la 3e étape, qui est évidemment la plus intéressante et la plus importante, c'est de faire vivre sa mission dans son entreprise avec une réelle mise en place opérationnelle, la définition des indicateurs, la gouvernance, organisation d'une gouvernance protectrice avec notamment un comité de mission qui doit contenir à minima un salarié ou le dirigeant pour les toutes petites entreprises et évidemment le contrôle de l'outil qui va avoir un rôle de plus en plus important sur les prochaines années. Et aujourd'hui, lors de cette table ronde, on a décidé de réunir l'ensemble finalement des parties prenantes de cette entreprise à mission. Et donc, sur ce thème, on a décidé aujourd'hui d'essayer d'aborder l'ensemble des sujets qui sont clés. J'espère que vous posez toutes et tous en ce moment. Finalement, quel est l'historique et la dynamique de ce statut? Pourquoi il est là? Pourquoi on en est arrivé là? Concrètement, pourquoi et comment définir sa mission, sa raison d'être, ses objectifs? Pourquoi l'inscrire dans ses statuts? Quels sont les risques? Quels sont les avantages? On a la chance d'avoir une avocate parmi nous qui en a fait une spécialité depuis peu.
Comment faire vivre sa mission, donc ça c'était vraiment la troisième étape, hein, avec la notion des indicateurs, le choix de la gouvernance, et puis le rôle de l'OTI qui sera représenté ici par Iris Chabrol de PwC, entrepreneur. J'ai suffisamment parlé, je vais laisser la place bientôt à nos invités. Donc aujourd'hui, vous allez avoir deux typologies d'invités. Vous allez avoir nos entreprises de la communauté qui sont soit entreprises à mission, soit en cours, avec Wilfried de Conti, qui est le cofondateur de B-Side, entreprise de communication par l'objet, qui a été labellisée 2 étoiles Positive Workplace, au sommet des 2 étoiles, hein, avec quasiment 70 points, donc beaucoup d'engagement sur cette entreprise-là. Adélaïde Bouget, qui est la directrice générale de Koji, une entreprise de services dans le domaine du numérique, qui est aussi très engagée, qui nous expliquera un petit peu où est-ce qu'elle en est, sachant qu'elle est, elle, plutôt au début de cette démarche-là, de la réflexion. Et puis, on a Pierre Pluviot, qui est directeur général associé de Data Campus, qui est un système qui est une entreprise d'hébergement, un hébergeur durable, hein, qui a été labellisé 1 étoile la semaine dernière et qui, lui, est déjà entreprise à mission. Donc, c'est assez intéressant. On a 3 types différents, des entreprises qui sont très structurées, des entreprises qui le sont un peu moins. Et donc, l'intérêt de ce webinaire aujourd'hui, c'est de pouvoir leur laisser la parole. Le deuxième collège, j'ai envie de dire, de cette réunion sera représenté par Anne Mollet, directrice générale de la communauté des entreprises à mission dont j'ai déjà parlé au préalable. Iris Chabrol, qui est donc associée chez Pricewater, qui a, si je ne dis pas de bêtises, au moins 10 ans d'expérience en RSE, dans l'audit de grands comptes, sur leur DPEF notamment, et l'accompagnement aussi, hein, sur les stratégies RSE. Et puis, Soline Kidé, donc qui est… pardon, j'ai fait une erreur, c'est peut-être pas déjà associé. Pas encore associé, mais bientôt. Désolé, Soline, je me doutais qu'il allait bien avoir une coquille dans la présentation, qui fait partie du Venturi Avocat, qui est une filiale de Ernst & Young. Voilà. Exactement. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de démarrer cette table ronde. Je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse tous se voir. Eh ben, mes premières questions vont évidemment à nos entreprises labellisées, Positive Workplace. Concrètement, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette démarche-là et finalement, où est-ce que vous en êtes dans cette démarche? Est-ce que peut-être, Wilfried, tu veux prendre la parole? Oui, avec plaisir. Effectivement, très, très bonne question et grande question. Quand on a déjà donc, découvert le concept, je dirais que c'était… il y a assez longtemps, lorsque la loi a apporté ces nouveautés. Mais le moment où on en a vraiment pris conscience, c'était, je dirais, à l'issue de notre programme de labellisation avec Positive Workplace, dans l'optique de protéger la raison d'être en l'inscrivant dans les statuts. Parce que nous, on se disait, voilà, on est une jeune entreprise, on a une vision, on l'a définie ensemble, on a une structure managériale un peu particulière, on est en entreprise libérée, donc en autogouvernance. Et en fait, on considérait que c'était suffisamment fort pour nous protéger. Mais c'est vrai que quand Charles et du coup toute l'équipe avec Lucie et Florian ont bien insisté sur, justement, si on était si sûrs de nous, pourquoi pas l'inscrire dans les statuts pour prévoir le futur. Donc, vraiment, pour nous, en tout cas, ça a été la protection de la raison d'être et c'est pour ça qu'on l'a intégré. Et alors justement, est-ce que tu peux nous la dicter, cette raison d'être, et comment finalement vous êtes arrivé à là? Est-ce que c'était natif dans l'entreprise? Est-ce que ça a été l'objet d'une réflexion? Comment vous y êtes pris? Alors, pareil, question compliquée parce que ce n'est pas évident du tout de faire la différence entre ce que nous, on avait défini en amont, qui était la vision, ce que nous, on appelait la vision, qui était une formulation un peu particulière qui concernait plutôt, on va dire, notre perception du marché, et la raison d'être, qui du coup, aujourd'hui, est en prototype. Hein, donc, je vais faire un peu comme toi, je vais la donner, mais elle peut évoluer d'ici à ce qu'elle soit inscrite dans les statuts. Aujourd'hui, notre raison d'être est donc permettre aux entreprises de renforcer leurs relations humaines par le cadeau personnalisé, tout en contribuant au respect des limites planétaires. Et derrière tout ça, donc, il y a globalement 3 grands volets, hein, les cadeaux, renforcer les relations humaines et le respect des limites planétaires. Et sur chacun de ces piliers-là, on agit d'une certaine façon. Et donc, comment on a fait pour la mettre en place? Tout d'abord, on a fait des ateliers donc, collaboratifs dans la logique de l'autogouvernance pour que tout le monde soit d'accord avec ce cap qu'on fixait. Donc ça, c'était le travail sur la vision. Et là, on va faire un nouveau boulot là, qui sera fait le 28 mai, pour être très précis. C'est le moment où on va arrêter de réfléchir et se lancer une bonne fois pour toutes. Ce sera un travail de reformalisation par rapport aux enjeux de la loi Pacte, dont vous allez beaucoup mieux parler que moi tout à l'heure, donc je n'en dis pas plus pour l'instant. Super. Est-ce que, Adélaïde, tu veux prendre la parole justement? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui chez Koji? Peut-être en 2 mots aussi expliquer un peu plus ce que vous faites. Je te laisse.
évidemment. Bonjour à tous et à toutes. Pour vous expliquer brièvement, on est une société de services qui produit des services, des web apps et des websites sur mesure à destination des entreprises. La spécificité de notre modèle, c'est qu'on a choisi d'impliquer des professionnels issus de milieux et de parcours extrêmement diversifiés, notamment issus de reconversion, en créant en fait un environnement de travail qui soit extrêmement inclusif. Comme Charles le disait, notre raison d'être, elle n'est pas encore écrite, mais en tout cas, on est assez au clair sur ce qu'on veut véhiculer en tant que culture d'entreprise, et ça nous semblait logique suite à notre labellisation Positive Workplace, en fait, de l'écrire dans nos statuts parce qu'on croit vraiment en ce modèle aussi. Parfait, merci beaucoup. Et du coup, Pierre, alors Pierre, tu as fait un choix assez particulier, c'est de te lancer directement dans ce statut-là. Tu es la première entreprise labellisée Positive Workplace qui est déjà entreprise à mission. Explique-nous pourquoi, qu'est-ce qui t'a pris par la tête? Alors, bonjour à tous. Alors oui, nous, Data Campus, on fait de l'hébergement informatique et du data center, activité très énergivore de par nature, et ça fait 20 ans qu'on cherche, nous, toutes les solutions techniques de bon sens pour essayer de réduire un peu notre empreinte carbone. Donc déjà, devenir société à mission, c'était assez naturel pour nous, ça s'est inscrit dans une certaine continuité sur nos valeurs. Ça a été l'occasion de travailler avec les collaborateurs, notamment ceux qui ont intégré l'entreprise plus récemment, pour les fédérer justement autour de cette raison d'être et autour du projet de société à mission. C'était un moyen aussi pour Data Campus d'affirmer la sincérité de notre démarche, si je peux l'exprimer comme ça. Je trouve que c'est un acte fort de l'avoir écrit dans les statuts, de dire que c'est la raison d'être de l'entreprise, qu'on a des objectifs clairement écrits et affirmés. Et du coup, ça nous distingue un petit peu aussi de tout ce qu'on voit apparaître en ce moment, où beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises cherchent à laver plus vert que vert. Nous, on ne veut pas forcément s'inscrire dans cette démarche-là, on est juste sincèrement convaincus que c'est la bonne chose à faire et que c'est la bonne direction dans laquelle aller. Et justement, Pierre, est-ce que tu peux nous détailler un peu plus ta raison d'être? Est-ce que tu as pu mettre dans tes statuts? Et finalement, expliquer un petit peu aussi comment vous en êtes arrivé là? Oui, bien sûr. Alors, la raison d'être dans le texte, c'est l'action de la société tend à repenser, développer et proposer des solutions d'hébergement de données plus respectueuses de l'environnement. Donc ça, c'est volontairement assez large, puisque on ne sait pas ce qu'on va mettre en œuvre comme technologie dans 2 ans, on sait ce qu'on est en train de mettre en œuvre cette année, l'année prochaine. Et donc, on s'est défini un certain nombre d'objectifs, comme sensibiliser et communiquer auprès de nos parties prenantes, mesurer, définir des bons indicateurs et mesurer concrètement notre efficacité énergétique et l'effet des actions qu'on met en place pour atteindre ces objectifs. Et puis, on est en veille et en recherche permanente de nouvelles solutions. On nous a encore livré du matériel assez original hier, dont je reparlerai peut-être dans un prochain workshop. La raison d'être, pour la définir, on a travaillé en équipe. C'était un travail d'ailleurs assez intéressant à faire avec toute l'équipe. Moi, j'ai mis sur la table une dizaine de propositions de raison d'être que j'avais travaillé avant avec la personne qui suit le juridique pour nous, et on a fait un débat collégial vraiment avec tous les salariés pour définir ensemble dans laquelle de ces propositions on se retrouvait le mieux, et c'est comme ça que cette raison d'être-là s'est retrouvée dans les statuts. C'est parce qu'on l'a tous acté collégialement avec tous les salariés de l'entreprise. Oui, d'accord. Et concrètement, je parle plus à nos experts aujourd'hui, est-ce qu'il y a une méthode à suivre? Est-ce qu'il y a, pour définir cette fameuse raison d'être, est-ce qu'il y a des questions clés auxquelles pas passer à côté? Est-ce qu'il y a une méthodologie qui existe, qui est présente peut-être même sur Internet quelque part? Concrètement, comment on s'y prend si on est une entreprise qui est intéressée par ce sujet-là, qui peut paraître parfois un peu lunaire ou très parisien même, pour certains d'entre nous qui étant vus comme des procrastinateurs. Concrètement, comment on s'y prend? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut prendre la parole là-dessus? Je veux bien. En fait, il n'y a pas de modèle unique, bien entendu, parce que ça dépend vraiment c'est un modèle qui se veut singulier et qui correspond vraiment à la culture de l'entreprise, à la taille de l'entreprise, au secteur d'activité de l'entreprise. Et c'est ça aussi qui la différencie de tout ce qui est label RSE en tant que tel. C'est-à-dire que chaque entreprise doit se forger sa propre mission. Et quand on dit, pour répondre à ta question, Charles, une mission réussie, mais sans
faire la comparaison entre un bon et un mauvais chasseur. Donc, une bonne mission, on va dire, c'est, pour nous en tout cas, c'est une mission qui est singulière. Donc, par exemple, la mission de Data Campus ne correspond pas à la mission de son concurrent parce que Data Campus n'a pas le même passé, le même présent et la même vision de son métier et de son entreprise que son concurrent. Autre point important aussi, c'est la portée sociétale de sa mission et la dimension transformative. Et ça, c'est un point capital, la dimension transformative. C'est-à-dire que quand des entreprises disent « mais moi, je suis déjà mission native », en fait, ça ne suffit pas. Globalement, le point de départ n'est peut-être pas le même, mais le chemin de progrès continu, lui, c'est le même. C'est-à-dire qu'une entreprise traditionnelle qui fait pivoter son modèle d'affaires peut-être a plus de chemin au départ, mais quoi qu'il en soit, la dimension transformative est capitale dans une mission. Et puis aussi, ce dont on a parlé, c'est la mobilisation de ces parties constituantes que sont les collaborateurs et la mobilisation des parties prenantes externes. Donc voilà, globalement, et en nous faisant très court. Et une petite question improvisée, mais peut-être plus pour nos entreprises labellisées. Est-ce que finalement, d'avoir passé ce programme de labellisation avec nous, d'avoir interrogé vos parties prenantes, est-ce que ça fait varier? Est-ce que ça fait évoluer? Est-ce que ça fait écho à votre raison d'être? Est-ce que ça a permis peut-être de la structurer? Si quelqu'un veut prendre la parole là-dessus. Je vois Adélaïde ou Wilfried, vous faites comme ça. Ouais, je peux, à moins que tu veux commencer, Adélaïde, mais ok, j'enchaîne. Du coup, oui, effectivement, grosse remise en question, notamment par la découverte du cadre apporté par le LAPACT. Et au-delà du cadre qui peut sembler, dans la façon dont je le décris là, être une contrainte, en fait, je trouve que justement, je rebondis sur ce que disait Anne à l'instant. Ce que tu disais, c'est hyper important, la dimension transformative et en fait, sur les perspectives du futur. Parce que, particulièrement quand tu as dit, je ne sais plus comment tu as utilisé, le terme que tu as utilisé, mais Mission native. Mission native, voilà, exactement. On se percevait complètement comme ça, en fait. Voilà, en plus, on se percevait vraiment comme ça. Et en fait, l'idée de se structurer sur cette démarche, comprendre la différence, et j'ai vu que ça a été mentionné plusieurs fois, la différence entre mission, raison d'être, je sais que ça sera réabordé plus tard pour bien clarifier, mais nous, on a parlé de vision déjà. Et quand on a découvert le détail de ce que c'est une raison d'être, on sent qu'il y a un engagement en fait, qui est énorme. Et donc, je rebondis pareil sur ce que disait Pierre tout à l'heure. C'est un message, en fait. Ce n'est pas juste j'écris ma raison d'être dans les statuts. C'est beaucoup plus fort que ça. Je dis ce que c'est, pourquoi j'existe et quels sont mes objectifs concrets. Et je sais que derrière, j'assume devant tout le monde que je vais me faire auditer sur ces trucs-là. Enfin, c'est énorme, quoi. Et ce concept-là, je ne l'avais pas, je pense, perçu avant, notamment, en fait, c'est au contact de toute l'équipe de Positive Workplace et puis ensuite des réflexions qu'on a pu avoir, parce que je sais que la réflexion a aussi beaucoup mûri de votre côté en même temps que nous, je pense, mais vous êtes allé beaucoup plus vite, c'est votre métier. Et ça nous a fait justement nous structurer et bien comprendre quels étaient les grands principes à mettre en place pour avoir une raison d'être solide. Donc, comme vous avez vu, Lucie a partagé notre vision et là, on a changé justement de raison d'être à l'issue de ton... Et justement, quel avantage tu trouves à cette formalisation de raison d'être? Qu'est-ce que ça apporte concrètement au quotidien? Je pense que des équipes plus motivées, est-ce que tu es dans des équipes plus alignées? Est-ce que vos objectifs finalement d'entreprise sont peut-être un peu plus riches en termes de philosophie que purement financier? Alors, c'est très important ce que tu notes parce qu'on a, donc je le disais tout à l'heure, une entreprise libérée, donc on n'a pas un fonctionnement où on a des objectifs définis par un pôle et ensuite tout le monde dit bah voilà, les objectifs de cette année c'est 2,5 millions et on y va, quoi. On n'est pas sur ce fonctionnement-là, on a un fonctionnement où en fait on ne chiffre pas, on ne part pas d'un chiffre, on part d'objectifs qualitatifs ou parfois quantitatifs, mais liés à notre vision. Donc ça, on avait déjà cette démarche, donc c'est assez rigolo. Et on a galéré à faire ça en fait en début d'année parce qu'on n'avait pas de cadre. Et quand on n'a pas de cadre, qu'on ne sait pas sur quoi on peut être audité, qu'on ne sait pas sur quoi on va s'engager, mais en fait, en début d'année, on s'est dit, bon, bah, c'est la première année, on n'a pas d'objectif chiffré, on tente le coup. Et on a eu beaucoup de mal à trouver une méthodologie. Donc, déjà, clairement, l'alignement, c'est énorme. Et surtout, la clarification, je pense. Parce que dans cette raison d'être, on a pesé le poids de chaque mot. Après, c'est un prototype pour l'instant. Mais en tout cas, on va peser, lorsqu'elle sera mise dans les statuts, on va peser le poids de chaque mot. Et chaque mot aura un sens précis et applicable. Donc, je vois qu'Adélaïde, tu acquiesces. Donc, je pense que tu as aussi un point. Et juste, Wilfried, pour rebondir, si tu as un conseil, il y a plus de 100 personnes là, qui sont présentes aujourd'hui, probablement des chefs d'entreprise. Si tu as un conseil à donner aujourd'hui dans cette démarche-là, ce serait quoi?
je pense qu'il faut ultra faire confiance à l'intelligence collective que peuvent avoir vos équipes. Je ne sais pas comment vous êtes structuré en termes de gouvernance. Chez nous, c'est un point d'entrée. On considère que vraiment la vie de tout le monde, en tout cas sur ces sujets-là, doit être pris en compte. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simple. Quand vous faites la réflexion vous-même sur les objectifs, sur ces choses-là, après, c'est beaucoup plus facile au quotidien de savoir ce que vous pouvez faire pour atteindre ces objectifs. Si c'est quelqu'un qui vous l'annonce, c'est tout de suite plus complexe. Donc, si vous faites confiance à l'intelligence collective, les résultats seront hyper intéressants. Et ça demande pas mal de lâcher prise. Donc, c'est un double conseil, désolé. Mais... Très bien, non, mais plus un conseil, je sais. Attends, juste Anne, il y avait Adélaïde qui voulait intervenir. Garde ton idée. Non, mais je vais pas redire ce que Wilfried vient d'expliquer. Moi, je voulais juste ajouter un point qui peut être important pour certaines startups ou certaines PME dans le milieu du numérique. C'est qu'une des motivations premières dans notre cas aussi, c'est pour préserver notre raison d'être en cas de rachat ou d'arrivée d'investisseurs au capital. Je pense que c'est une problématique qui grandit. Il y a de plus en plus de fondateurs et de fondatrices qui veulent que leur entreprise ne soit pas dénaturée quand un investisseur arrive. Et nous, ça a été clairement une des motivations pour mettre, entre guillemets, ce sujet à l'ordre du jour très tôt dans le développement de l'entreprise, puisque nous avons 18 mois d'existence, afin de nous prémunir de tout changement de culture qui ne serait pas désiré, en fait. Oui, Anne, tu voulais rebondir dessus, justement? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Wilfried, mais aussi du coup Adélaïde, parce que c'est un point très important, ce que vient de dire Adélaïde. Et d'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de sociétés de gestion qui se transforment en sociétés à mission aujourd'hui. Donc, ça fait partie des secteurs d'activité qui bougent le plus. Et donc, notamment dans cette logique-là, et les investissements à impact, ça va plus loin qu'un fonds ESG, c'est toute la société qui est embarquée. Et Wilfried a dit un mot qui, pour moi, est capital quand on parle de mission. Il a dit le mot alignement. Et cet alignement, c'est vraiment la colonne vertébrale d'une démarche de société à mission, parce qu'on retrouve quand on travaille sur sa mission, on travaille sur cet alignement entre actionnaires, ce dont vient de parler Adélaïde, dirigeants et collaborateurs. Donc, management et collaborateurs. Et on retrouve aussi cet alignement entre justement avec les parties prenantes, donc qui sont un point clé pour Positive Workplace. Et ça permet aussi de travailler cet alignement et les parties prenantes, et aussi l'alignement entre les racines de l'entreprise, son présent et son futur, et l'alignement aussi avec toute l'activité de l'entreprise et la façon dont elle est gérée. Et je pense que ce terme d'alignement, c'est un terme fondamental. Et je rebondis là-dessus sur la partie interrogation des parties prenantes. Pourquoi c'est fondamental? Évidemment, parce que quand vous faites ça en huis clos et en espace clos, vous perdez les enjeux de vos parties prenantes, et finalement, les interroger et avoir leur aval aussi là-dessus. Moi, je peux juste témoigner au sein de Positive Workplace. Donc, notre première raison d'être, c'était accompagner toutes les entreprises avec leurs parties prenantes dans la transition sociale, sociétale et environnementale. On a un comité éthique et stratégique, donc naturellement, on est arrivé fiers avec notre raison d'être en disant ça y est, voici notre raison d'être, mission, etc. Et on s'est fait déglinguer. On s'est fait déglinguer très rapidement parce qu'on nous a dit voilà, concrètement, on ne voit pas la différence avec d'autres. Concrètement, votre métier, c'est avant tout d'évaluer et plus que d'accompagner, etc. Donc, en fait, on a eu un électrochoc qui était nécessaire parce que, évidemment, nous, on a le nez dans le guidon toute la journée, comme vous tous, comme chaque chef d'entreprise dans son entreprise. Et donc, l'inspiration extérieure est juste fondamentale. Une question un petit peu philosophique ou pas, mais je ne sais pas si quelqu'un a envie d'y répondre, mais est-ce qu'on n'est pas en train de s'inventer avec ces missions, cette notion d'entreprise à mission, un peu de sens au capitalisme? C'est une question un peu complexe, mais est-ce que finalement on est en train d'orienter le capitalisme vers un capitalisme de sens, ou est-ce qu'on est en train d'orienter l'entreprise vers un sens dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de rebondir là-dessus? Moi, je veux bien rebondir là-dessus. Je n'irai pas totalement dans la philosophie de la question, mais je pense que moi, ce qui me marque dans la question que tu viens de poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de s'inventer quelque chose? Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important dans cette notion, dans ce concept d'entreprise à mission, c'est que c'est bien l'entrepreneur, ses associés, qui inventent le cadre dans lequel ils veulent avancer. C'est-à-dire que c'est vraiment l'entrepreneur qui tient les rênes, en fait. Et pour ça, il va interagir avec ses parties prenantes, internes, externes, etc. Mais c'est lui qui tient les rênes, c'est lui qui fixe son propre cadre. C'est lui qui fixe où est-ce qu'il veut aller, c'est lui qui fixe la vitesse à laquelle il veut avancer.
Et donc ça, je pense que c'est souvent, il y a des questions d'entrepreneurs, ou là, on peut voir des questions dans le chat de personnes qui, en fait, peut-être sont un peu perdues. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a évoqué le fait de lâcher prise. Je pense que c'est important aussi. Il y a un moment où il faut lâcher prise pour trouver son propre chemin. Et non, on ne va pas trouver une méthode toute faite. Et non, on ne va pas pouvoir exactement se raccrocher à la raison d'être ou les objectifs d'un concurrent parce que ça ne sera pas aligné du tout, pour reprendre les termes de Anne il y a quelques minutes. Et du coup, pour répondre à une question qui a été posée dans le chat plus tôt, la différence entre raison d'être et mission. En fait, la mission, c'est la raison d'être plus les objectifs que l'entreprise se donne et qu'elle va noter avec sa raison d'être dans ses statuts. Et c'est cet ensemble raison d'être plus mission, raison d'être plus objectif qui vont former la mission de l'entreprise, pour clarifier les termes. Et justement, une question de nos spectateurs aujourd'hui, c'est l'entreprise à mission est-elle la solution pour pallier au manquement des démarches RSE, Green et Social Washing? Ce qui est sûr, et là je prends la parole en tant qu'organisme tiers indépendant, c'est que l'entreprise à mission, comme je le disais, chaque entrepreneur est avec ses associés, parce que tout ça c'est validé en assemblée générale au moment de la modification des statuts, fixe son propre cadre. Et cette liberté que le législateur français a donnée aux entreprises de fixer leur propre cadre, elle est associée à une obligation de contrôle. Parce que pour que l'ambition des entreprises à mission soit respectée, il faut, alors on va peut-être considérer que je ne suis pas objective pour le dire, mais d'autres pourront témoigner, je pense que c'est important en tant qu'auditeur qu'effectivement il y ait une vérification qui soit faite, quelle que soit la taille de l'entreprise, puisque autant sur un rapport RSE ou une DPEF, ça va dépendre de la taille de l'entreprise, l'obligation de la faire auditer, mais par contre, toutes les entreprises à mission, quelle que soit leur taille, doivent désigner un organisme tiers indépendant, c'est-à-dire un auditeur externe accrédité, qui va venir vérifier l'exécution de leurs objectifs. Alors, tu as un peu anticipé, ça c'est plutôt la fin du process, entre guillemets, ou des points d'étape pour arriver. Moi j'ai plutôt des questions auprès de Soline, qui est donc avocate avec nous. Il y a eu notamment dans le chat une question qui s'est rapprochée. Est-ce que finalement, est-ce que toutes les entreprises peuvent être entreprises à mission? Est-ce que les associations peuvent être des associations à mission? Alors effectivement, quels sont les statuts existants? Enfin, quelles sont les typologies d'entreprises? Oui, alors en fait, c'est une faculté qui est ouverte à toutes les sociétés, puisque ça ne va pas être un type de société, c'est quelque chose qu'on va venir rajouter en plus, un peu comme aussi l'agrément ISU ou ESS dont vous avez déjà sans doute entendu parler depuis 2014. Donc c'est une faculté ouverte à toutes les sociétés, qu'elles soient civiles ou commerciales, puisque l'article 1835 du Code civil est applicable à toutes ces sociétés. En principe, il y avait un petit débat doctrinal sur le fait que ça soit plutôt réservé à des sociétés anonymes, donc déjà d'une certaine taille, et aux sociétés cotées, mais on peut le voir, et d'ailleurs Anne en a parlé au démarrage, que finalement c'est surtout porté par les petites entreprises pour le démarrage, en tout cas de ces entreprises à mission, donc tout le monde peut en bénéficier. On a aussi des statuts avec des sociétés avec des statuts particuliers qui peuvent créer donc ce type d'entreprise à mission, comme des sociétés coopératives agricoles, des sociétés d'assurance mutuelle ou de groupes d'assurance qui sont donc cités dans les différents code rural, etc. Donc c'est très ouvert. Donc finalement, c'est tout type de statut, SA, SARL, SAS, exactement, URL, exactement, etc. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'en terminologie, on parle plutôt de qualité de société à mission que de statut de société à mission, parce que le statut reste la SA, SARL, etc. Et exactement. Ça ajoute quelque chose et ça ne retire rien. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de qualité. Excellent, merci beaucoup Anne d'avoir précisé ça, parce qu'on entend trop souvent le statut d'entreprise à mission. On veut obtenir le statut d'entreprise à mission, c'est définitivement une qualité et pas n'importe laquelle. Soline, j'ai encore pas mal de questions pour toi. Concrètement, je suis DG d'un grand groupe ou je suis fondateur d'une TPE ou d'une PME. Quel risque je prends concrètement? Les risques sont probablement différents. Mais concrètement, quel risque je prends et pourquoi j'irai? Oui, bien sûr. Alors, c'est une question effectivement qui est importante parce que définir sa mission et sa raison d'être dans les statuts, forcément, ça va encadrer encore ça va être une nouvelle forme de limitation des pouvoirs du dirigeant, puisqu'il va falloir qu'ils agissent dans le cadre de l'objet social, de l'intérêt social, mais aussi des limites de la mission que la société se sera fixée. Après, les termes aujourd'hui sont encore assez flous et donc il y a beaucoup de débats dans la doctrine sur les risques finalement et jusqu'où ça peut aller. Donc, je peux en reprendre quelques-uns aujourd'hui pour donner un petit peu des idées,
mais sans prendre trop de temps, évidemment. Dans tous les cas, le législateur ne parle pas de sanctions, à part dans l'un des articles du Code de commerce qui prévoit que si l'une des conditions liées à cette qualité d'entreprise à mission n'est pas respectée, ou si l'OTI, donc comme en parlait Iris, et elle complétera bien mieux que moi, conclut en ce sens, finalement, le ministère public où toute personne intéressée peut saisir en fait le président du tribunal de commerce en référé pour demander à ce que la mention entreprise à mission soit supprimée de tous les actes et supports de la société, et donc que cette mention soit retirée du CABIS. Donc il y a un risque finalement, je dirais, réputationnel là-dessus, parce qu'on communique dessus, on le met dans ses discours, sur son site internet, etc. Et évidemment, si on ne respecte pas ce qui était prévu dans le Code de commerce, on peut se voir retirer cela. Après, on a des risques aussi quant à la responsabilité civile des dirigeants. Effectivement, t'en parlais, Charles-Henri, en tant que DG, président, etc. de la structure, qu'est-ce qui peut m'arriver? Effectivement, si y a une violation de la raison d'être ou des missions qui est constatée, les associés d'une société pourront demander la révocation du dirigeant. Donc, il faudra lui qu'il démontre en fait qu'il a arbitré entre la raison d'être et l'intérêt social de la société. Et par contre, pour les associés, il faudra prouver véritablement une faute, ce qui pourra être aidé d'ailleurs, il pourra se faire aider pour prouver cette faute par l'OTI qui aura peut-être relevé des choses aussi, et puis l'existence du comité de mission qui aura peut-être suivi un petit peu ce qui s'est passé, donc il pourra aider là-dedans. Donc effectivement, il y a la responsabilité civile du dirigeant qui peut être engagée par les associés et éventuellement par des tiers, mais là c'est encore un débat sur la responsabilité qui existe aujourd'hui. Je ne sais pas si on a le temps de rentrer complètement là-dedans, mais en tout cas, effectivement, il va y avoir des risques juridiques associés au fait qu'on intègre dans les statuts cette mission et ces missions et cette raison d'être. Concrètement, je suis chef d'entreprise, je définis ma mission. Dans mes objectifs, je dis je veux une parité homme-femme, voilà, ou égalité homme-femme. Voilà. Un an passe, 2 ans passent, contrôle de ETI, on n'est pas en conformité, etc. Est-ce qu'un salarié, un employé peut porter ce sujet à une instance supérieure et dire cette entreprise a le statut d'entreprise à mission, mais ne respecte pas ses engagements? Alors là-dessus, oui, alors en fait, ça dépend un petit peu des auteurs et pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de recul vu que c'est encore très récent. Mais effectivement, certains auteurs considèrent qu'un tiers, donc que ce soit un salarié ou même d'autres associations, des investisseurs et autres, puissent agir contre la société en cas de manquement à la raison d'être ou aux missions. Et ça va surtout jouer quand finalement, il va y avoir des objectifs très précis. Parce que si on a des raisons d'être un petit peu vagues, etc., ça va être plus difficile à démontrer. Mais effectivement, il y a un risque de contentieux là-dessus. On n'a pas encore assez de recul pour discerner finalement les véritables conséquences, mais c'est possible. Après, je vois, c'est surtout dans les sociétés, d'après moi, où il y a des choses qui sont chiffrées. Par exemple, Unilever qui avait parlé de choses très chiffrées sur des montants, là, évidemment, le risque est un petit peu plus fort. Et est-ce que tout type d'entreprise peut être entreprise à mission? Est-ce qu'une entreprise qui ne fait pas partie des critères ESG, je ne sais pas moi, de l'alcool, armement, etc., peut se devenir entreprise à mission? Alors là, c'est une bonne question, peut-être plutôt pour Anne. Moi, c'est vrai que je n'ai pas eu ce genre de questions pour l'instant. Est-ce que tu as eu vent, on va dire, en dehors des informations qui sont confidentielles nous concernant, mais est-ce que tu as eu vent d'organisations qui ne sont peut-être pas vues par le commun des mortels comme bénéfiques pour notre société, s'engager dans ces voies-là ou y réfléchir? J'avoue que dans le domaine du tabac, de l'alcool et autres, on n'a pas vu. Alcool, oui, parce qu'il y a un cognac. Mais je pense que bon, ça va quoi. La bière à mission, ça existe aussi avec Daken de Nohu qui est un brasseur à mission. Mais bon, plus sérieusement d'ailleurs, il y a une bière qui s'appelle La Mission. Voilà. Galia qui s'est lancé avec nous aussi pour en faire un peu de plus. Voilà, non, mais trêve de plaisanterie, je pense que le sujet porte plutôt sur tout ce qui est industrie, armement et trucs assez lourds de ce type-là. Non, j'avoue qu'on n'a pas eu vent de ce type de démarche, mais en tout état de cause, c'est une démarche qui se veut volontaire. C'est-à-dire, pour rappel, il n'y a aucun avantage fiscal et financier à devenir société à mission. Donc, les dirigeants qui se lancent dans cette démarche et qui sont convaincus du rôle politique que doit jouer l'entreprise et qui sont convaincus qu'il faut réconcilier performance économique et engagement social et environnemental, et que c'est une preuve de pérennité sur le long terme pour l'entreprise. Je ne pense pas qu'une entreprise d'armement, encore que rien ne l'interdirait
en tant que telle, si elle se lance dans ses chemins de progrès, dans ce dont Iris et Soline ont parlé, il n'y a rien qui l'interdirait. Mais pour autant, le point de départ, c'est quand même cette démarche sincère et démarche volontaire de la part du dirigeant qui veut impulser cette transformation d'entreprise. Et je me mets encore à la place d'un dirigeant. On a avec nous des dirigeantes aussi, notamment Adélaïde. L'entreprise est jeune, à 18 mois. Aujourd'hui, elle est en train de réfléchir à finalement sa mission. Je vous souhaite, Adélaïde, que vous explosiez sous la charge, que vous deveniez une grande entreprise peut-être demain. La mission va évoluer dans le temps. Comment ça se passe concrètement? Peut-être que la mission d'origine va évoluer. Est-ce que finalement, au bout de 18 mois, au bout de 24 mois, après le premier contrôle de TI, on se dit, finalement, entre la mission d'origine et puis ce que la vie d'entreprise a vécu entre-temps, il y a eu un gros changement. Et en même temps, c'est normal parce que l'entreprise a évolué. Comment ça se passe dans ces cas-là? Je sais qu'on n'a pas de boule de cristal puisque le statut est très récent encore. Est-ce que vous avez des idées d'informations à apporter là-dessus? Oui, alors après, sur la partie juridique, et je laisserai les autres rebondir, mais en tout cas, il n'y a pas de souci pour faire évoluer sa mission. Éventuellement, il faudra remodifier ses statuts. Après, voilà, ça engendre juste quelques frais, mais ça, voilà, c'est pas le gros de la chose. Mais potentiellement, moi, je vois plutôt une perte de crédibilité aussi, de se dire si tous les ans ou tous les ans et demi, on va venir changer les missions et un petit peu voilà, naviguer comme ça peut être plutôt perçu comme une perte de crédibilité, d'après moi, même si c'est tout à fait faisable, en tout cas au niveau juridique, c'est une simple modification statutaire après avoir fait un tour des parties prenantes. D'accord. C'est des questions qui nous remontent régulièrement quand on a des startups qui se lancent Ouais. sur des et une société à mission sur 5 est née à mission. Ah oui. Donc, une société à mission sur 5 est une startup à mission. Voilà. Après aussi, je rebondis juste, c'est tout à fait possible, donc comme je disais, de modifier ses statuts, mais l'idée, ça peut être aussi de panacher, c'est-à-dire mettre quelque chose d'assez général dans ses statuts, mais aussi avoir d'autres documents extra-statutaires, donc on parle de pacte d'associés ou d'autres choses qui permettent de compléter et peut-être de venir modifier un petit peu plus facilement et sans perdre de crédibilité les missions que la société se fixe et qui vont évoluer au fur et à mesure du temps. Excellent. Puisqu'on parle finalement de crédibilité de la mission et de contrôle, le sujet qui est finalement assez intéressant et assez nouveau dans nos entreprises, c'est la notion de comité, finalement, dans des TPE, je parle, dans les PME même, des comités de gouvernance un peu plus externes, des comités de surveillance, etc. On va retrouver ça facilement dans des PME de plus de 250 personnes. Dans les plus petites entreprises, c'est plus rare. Et donc, ça nécessite du coup l'organisation d'une instance peut-être considérée comme supérieure, ou en tout cas intégrée à l'entreprise ou mixte. Comment concrètement on conçoit sa gouvernance responsable, sa gouvernance de mission, comment on conçoit ce comité de mission? Quelles sont les règles aujourd'hui? Est-ce que déjà il y a des règles qui sont établies? Je les connais, mais c'est pour tout le monde que je pose la question. Et globalement, quelles sont les libertés qu'on peut prendre en face et qu'est-ce qui est conseillé dans la création de ce comité de mission? Qui veut prendre la parole là-dessus? Iris? Oui, je peux répondre sur quelques éléments législatifs et réglementaires, tout simplement. Aujourd'hui, il est prévu que l'exécution des objectifs soit suivie par un comité de mission qui doit inclure à minima un salarié. Les textes, à ce jour, n'en disent pas plus. Si la société compte moins de 50 salariés, le comité peut être simplement composé d'une seule personne. Voilà. Après, effectivement, il y a la question de comment est-ce que… Alors, il faut savoir que notre gouvernement est toujours les textes qui paraissent sur les sujets RSE, que ce soit les rapports RSE, la DPEF, maintenant entreprise à mission, sont toujours assez brefs et donc laissent beaucoup de marge à l'interprétation ou en tout cas à la pratique. Et je pense que c'est leur volonté de législateur. Donc, il y a effectivement une possibilité pour les entreprises d'adapter qu'est-ce qu'elles vont confier à leur comité de mission dans le cadre légal, qui est donc la composition, on l'a dit, minimum un salarié, ok, mais ça ne nous dit pas si les autres personnes sont des membres internes, des membres externes à l'entreprise, des associés, des dirigeants, ça laisse le champ totalement libre. Et ensuite, par contre, ce qui est clair dans les textes, c'est que ce comité de mission, il va devoir émettre un rapport qui va rendre compte de ce qu'il aura examiné, de ce qu'il aura pu avoir comme documentation et autres au sein de l'entreprise,
et donc ce qui va rendre compte de l'exécution des objectifs, du suivi des objectifs par l'entreprise. Et ce rapport, il va être annexé au rapport de gestion et présenté à l'Assemblée générale. Soline, Anne, vous avez peut-être des compléments à apporter. Oui, juste, je veux compléter, il y a aujourd'hui des travaux en cours au niveau de l'échelle européenne sur la réduction on va dire, du seuil pour, alors je n'exprime pas très bien, je suis désolé, mais pour des obligations, pardon, pour les BPEF. Et donc, il est en train d'être réfléchi au niveau étatique, hein, de baisser ce seuil non plus à 500 personnes, mais sur des strates bien inférieures. Donc, il y a une certaine logique, on va dire, dans cette démarche-là aujourd'hui, d'anticiper finalement ces contraintes juridiques qui vont probablement tomber dans les prochains mois. Voilà, je suis désolé, je voulais juste dire les tendances qu'il y a en ce moment. Concrètement, Anne, toi, peut-être dans les plus grandes entreprises, qui compose ce comité de mission? Est-ce que c'est principalement des salariés? Est-ce qu'il y a aussi des personnes du comité du CE, enfin du CSE, pardon, qui font partie de ce… Est-ce que les instances représentatives du gouvernement, du personnel sont présentes dans ces comités-là? Trop peu, en fait. Trop peu. On est en train de faire une étude pour France Stratégie sur l'évaluation de la loi Pacte sur la question de la société à mission, dans laquelle on fait des entretiens de face à face pour poser toutes ces questions-là aux dirigeants d'entreprise. Donc, on aura un retour définitif, on va dire, en juillet. Donc, n'hésitez pas. Mais quoi qu'il en soit, le comité de mission, ce qu'on voit dans les pratiques, c'est plutôt composé par l'équipe dirigeante. Et là encore, dans le représentant des salariés, c'est assez variable hein, selon les cas, mais assez peu de représentants en tant que du CSE, par exemple. Et là aussi, il faut pas oublier que la loi Pacte a juste 2 ans, quasiment jour pour jour. Aujourd'hui, on est quasiment à la date anniversaire. Et le décret d'application date de janvier 2020. Moi, c'est fait exprès, forcément. Et donc là, ça va être dans les pratiques, dans les bonnes pratiques. C'est-à-dire, comme l'ont dit Soline et Iris, la loi Pacte prévoit un cadre dans lequel l'entreprise a une grande marge de liberté. Et donc, du coup, il y a les bonnes pratiques qui vont se développer, et notamment cette relation entre le CSE et le comité de mission. C'est des questions clés. Peut-être… Pour vous signaler aussi que certains syndicats sont en train de pousser leur direction générale à devenir société à mission. Donc, notamment 2 syndicats de 2 grandes entreprises françaises, anciennement entreprises publiques. Et là aussi, on se dit qu'un modèle qui est prôné, qui est poussé par des dirigeants d'entreprise, qui est poussé par des directeurs RSE, des directeurs des ressources humaines, et qui est poussé par des syndicats et des collectifs de salariés, c'est un modèle d'entreprise engagée à l'européenne qui a de l'avenir, pour le coup. Et je ne réponds pas exactement à ta question, mais… Non, mais c'est bien. Il y a quand même quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, il y a 166 entreprises, 168 exactement, qui se sont lancées dans ce statut-là. On est dans une croissance, et tu disais, je ne sais plus, à 2025, on imagine 10 000 entreprises. Tout le monde s'est lancé là-dedans. Concrètement, il n'y a aucune règle du jeu, ou très peu. Les OTI, aujourd'hui, ne savent pas à quelle sauce être mangée. Il y a une question de coût aussi qui est important. Comme on l'a expliqué il y a quelques minutes, la majorité, en tout cas au moins la moitié de ces entreprises sont des PME, TPE, donc probablement avec peu de budget ou peu de moyens pour ça. Rajouter la surcouche de la mission, c'est déjà du travail en plus pour une entreprise. Donc ça a un coût aussi. Mais il y a évidemment des avantages si personne ne se lancerait là-dedans. Et puis j'espère aussi une vision. Mais au-delà de ça, quel est finalement le rôle de la communauté des entreprises à mission dans cette dynamique-là? Je crois j'ai cru comprendre qu'il y avait des OTI qui étaient en train de lancer des audits à blanc. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le rôle de la communauté des entreprises à mission dans cette dynamique? Enfin, la communauté des entreprises à mission a été créée en décembre 2018, donc avant la loi Pacte, et a été co-créée par 3 chercheurs de Minparitech qui sont les instigateurs de la loi de la société à mission, on va dire. Parce que depuis 2012-2013, ils travaillent sur ce sujet et ils poussent les différents gouvernements à aller plus loin, et ils ont trouvé une brèche, on va dire, en 2017 pour entrer au ministère du Travail, au ministère de l'Économie, et pour faire en sorte que cette qualité, la qualité de société à mission existe réellement. Donc, c'est 3 chercheurs et 3 entrepreneurs engagés qui ont monté cette communauté
qui aujourd'hui est composé de 220 entreprises. 220 entreprises, donc c'est des dirigeants d'entreprises, de sociétés à mission, des dirigeants d'entreprises en chemin vers la société à mission. C'est très important parce qu'on pense trop souvent que la communauté n'est ouverte qu'aux sociétés à mission. Maintenant, justement, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir échanger entre pairs, notamment sur ces sujets-là. Et aussi, on intègre des experts, des chercheurs et des corporate activistes, c'est-à-dire des individus au sein des organisations qui veulent faire bouger les lignes. Et ça, on en a de plus en plus. Et donc, les trois rôles, en fait, les trois piliers d'activité de la communauté, c'est de favoriser cet échange entre pairs, justement, on voit bien que le retour d'expérience est fondamental. C'est d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui, est fondamental pour se lancer sur le chemin, pour répondre à des problématiques et autres. On organise des workshops sur des questions très particulières, notamment où est-ce qu'on en est des OTI aujourd'hui, en attendant le fameux arrêté, le retour des audits à blanc, etc., etc. Et il y a beaucoup de partage au sein de la communauté. Donc ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est nourrir le modèle de la société à mission, donc au travers de l'Observatoire des sociétés à mission, dont j'ai mis le lien dans le chat, et puis aussi au travers de groupes de travail qui sont montés avec des dirigeants d'entreprise, des experts et des chercheurs aussi, qui vous voyez tout sur le site de la communauté. Il y a beaucoup de matières, beaucoup d'informations, parce qu'on est une association à vocation d'intérêt général, donc on met tout en ligne. Et puis le troisième point aussi, c'est de faire connaître ce modèle de la société à mission et d'être le porte-voix des sociétés à mission en France et d'être notamment le porte-voix vis-à-vis de l'État. Donc, et on a des réunions régulières avec le secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, avec la DG Trésor, sur le sujet de la société à mission. Super. Juste, si vous avez, on arrive bientôt à la fin du webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat maintenant. En attendant qu'il y ait peut-être 2-3 dernières questions, je suis en train de regarder aussi celles qui ont déjà été posées auxquelles on n'a pas pu répondre. Est-ce que vous avez, toutes et tous présents ici, des lectures à proposer, des références, des sites peut-être qui peuvent être intéressants pour aller plus loin dans cette démarche-là? Est-ce que vous avez des articles peut-être aussi que vous voulez partager avec nous et avec les personnes qui sont présentes lors de ce webinaire, à suivre, à lire, etc. Donc évidemment, les rapports de la communauté des entreprises à mission, qui sont toujours très intéressants. Donc n'hésitez pas si vous avez des réponses là-dessus. Alors je regarde sur les questions. Pourquoi alors, question un peu plus… je regarde là. Pourquoi certaines entreprises, Orange par exemple, mettre en place une raison d'être sans pour autant sauter le pas afin de devenir entreprise à mission? Peut-être parce que la raison d'être les engage beaucoup moins. Ils ne sont pas entreprises à mission, ils ont une raison d'être qu'ils ont éventuellement écrite dans leur statut. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui affichent une raison d'être mais qui n'est pas statutaire, qui n'est pas inscrite dans leur statut, qui du coup est, je ne sais pas quoi, mais une raison d'être de communication, on va dire, en tout cas pas juridique, pas officielle. Et sans objectif, on n'est pas entreprise à mission, on n'a pas de mission, donc c'est pas du tout la même chose. C'est peut-être la raison d'être peut être le début d'une démarche d'entreprise à mission, mais à aucun moment on est la preuve en quelque sorte que l'entreprise va aller jusque-là. Oui, c'est ça. Enfin, je complète. Je pense que c'est pour éviter de prendre des risques juridiques aussi dessus. On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais vu qu'on a des responsabilités une fois qu'on est entreprise à mission, notamment quant aux dirigeants, quant à la société de respecter ses engagements, et pour éviter un risque réputationnel négatif si finalement elle n'arrive pas à tenir les missions qu'elle souhaitait mettre et donc voilà, devenir entreprise à mission derrière. Donc il peut y avoir en fait des sanctions pour les sociétés cotées qui ne respecteraient pas en fait ce qui a trait aux entreprises à mission, par exemple la bonne information du marché, il peut y avoir des sanctions quand même dessus, ce qui ne sont pas négligeables. Donc c'est pour ça qu'un certain nombre de sociétés choisissent finalement de ne pas remplir l'intégralité des critères pour être entreprise à mission, mais simplement, voilà, comme le disait Iris, mettre une raison d'être, ce qui ne leur permet pas d'être véritablement entreprise à mission, mais a un effet de communication qui est évidemment bénéfique, vu qu'en ce moment on en parle beaucoup. Donc c'est bien d'être dans cette mouvance. Et vous l'avez bien vu au bout d'une heure de webinaire, quand on parle de mission, on est bien loin de la communication. On n'est vraiment pas du tout sur les mêmes sujets que simplement la raison d'être. Parfait, merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne conclusion, Anne. Et c'était un peu le message qu'on voulait faire passer aussi. L'entreprise à mission, ce n'est pas une opération de greenwashing, c'est vraiment une introspection qui est ouverte au reste du monde, j'ai envie de dire. Et finalement, le positionnement d'une entreprise dans un système qui est complexe
avec un positionnement évidemment vertueux. On va juste terminer rapidement ce webinaire. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pu participer et merci évidemment à nos intervenants qui ont été très riches en termes de savoir et qui ont pu clairement nous éclairer de leurs connaissances. Les prochains rendez-vous, je vais laisser mon équipe transmettre. Je remercie Lucie et Florian aussi d'avoir participé à ça. Les prochains rendez-vous, donc vous allez avoir dans le chat les liens d'inscription. Le 2 juin prochain à 11 h, mercredi 2 juin, on fait une présentation pour ceux que ça intéresse du label, les méthodologies, les référentiels TPE, PME, des grandes entreprises. Et puis, au-delà, c'est toujours mieux quand c'est d'autres qui parlent de nous. Donc, on fera témoigner Mindset, qui est une ESN de 60 personnes, qui a bien grandi quand même cette année, qui était 50 l'année dernière, je crois qu'il doit être 60 ou 70 cette année, qui a été la première entreprise à renouveler sa licence cette année. Donc, on verra aussi le chemin qu'ils ont fait entre-temps. Vous allez voir, c'est assez incroyable. L'autre atelier, un petit peu sur le même format qu'aujourd'hui, ce sera le mercredi 16 juin, de 11 h à midi, sur le thème The Future of Work, où on aura la chance et le plaisir d'accueillir la Convention 21, donc, qui est, on pourra vous en parler à ce moment-là, mais qui est une initiative extrêmement intéressante et qui s'inspire de la Convention citoyenne pour le climat. Nous aurons aussi l'intervention de Yemanja et peut-être aussi d'autres entreprises labellisées Positive Workplace sur finalement qu'est-ce qu'on attend de notre travail, comment nos entreprises vont évoluer dans le futur, quel est le rôle de l'entreprise dans la société. Et on aura aussi l'association CEC, qui est la Convention des entreprises pour le climat. Donc, on sera vraiment à un point de vue un peu haut niveau et inspirationnel pour tous ceux que ça intéresse. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire. Dernière news du moment, pour ceux que ça intéresse, on vient de développer un référentiel dédié aux associations ou aux ONG, enfin, tout ce qui est responsabilité sociétale des organisations. On est ravis et très fiers d'accueillir Surfrider Foundation, que vous devez probablement tous connaître, qui va être la première association qui va se lancer dans ce programme-là. Pour information, les parties prenantes qui vont être interrogées vont être les salariés, les partenaires et les bénévoles. Merci à toutes les entreprises de la communauté pour leurs engagements. On a depuis le mois de mars, si je ne dis pas de bêtises, signé un contrat sur les 3 prochaines années avec toute la presse quotidienne régionale, les 13 plus grands groupes de France, Ouest France, etc., EBRA et compagnie. Et ça représente à plus de 57 titres en France. Donc, c'est un quotidien, on va dire, ce sont des quotidiens et ce sont des activités qui ont de forts enjeux. On est ravis de les accompagner sur les 3 prochaines années. Et évidemment, tous nos autres entreprises labellisées en cours qui participent finalement à ce mouvement commun d'une économie plus responsable. Merci à toutes et à tous. Ce webinaire a été enregistré, donc n'hésitez pas à le revoir, à le partager avec ceux que vous souhaitez. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup à tous nos intervenants et à bientôt. Et bon appétit et profitez bien de votre liberté. Merci Charles, bonne journée à tous. Merci, au revoir, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.